L'édition du soir sur la télévision Labari. Merci de vous savoir au rendez-vous. Mais avant son développement, voyons les titres. En cette veille de rentrée scolaire et au bénéfice des élèves et de leurs parents, le ministère de l'Enseignement supérieur a animé ce matin un point de presse. Un point de presse à valeur de guide, de conseil et qui dresse un tableau d'établissements privés d'enseignement supérieur au Niger. Jeudi 11 septembre 2014, 13 années ont passé depuis les attentats du World Trade Center à New York et l'Amérique s'en souvient. Rappel des faits, analyse et devoir de mémoire dans ce journal. Après le sommaire, les détails, mesdames, messieurs, bonsoir, merci à vous tous et bienvenue au journal. La rentrée scolaire, dis-je, effective dans quelques cas et pour bientôt dans d'autres, focalise toutes les attentions. Et dans cette atmosphère, le ministère de l'Enseignement supérieur a choisi de communiquer au service des élèves et de leurs parents. C'était ce matin dans un point de presse que nous rapportent Nafissa Zakou et Aboubakar Souley. Les autorités en charge de l'éducation se mobilisent pour une bonne rentrée scolaire 2014-2015. C'est dans ce cadre que ce point de presse est organisé. Objectif, apporter aux scolaires et leurs parents un éclairage sur les établissements privés d'enseignement supérieur qui sont au Niger. Plusieurs points ont été évoqués. L'enseignement supérieur privé est réglementé par une ordonnance, une loi et leur décret d'application. Des décrets instituant le BTS et le système LMD et par plusieurs arrêtés d'application. C'est dans l'esprit de ces textes que tous les établissements privés d'enseignement supérieur sont tenus d'exercer leur activité. Des établissements privés d'enseignement supérieur, de formation professionnelle et technique, habilités. C'est-à-dire les établissements habilités à former et à délivrer. Ces établissements-là détiennent trois types d'arrêtés d'autorisation. De création d'un établissement, d'ouverture d'un établissement et d'ouverture de nouvelles filières. Il faut noter qu'avec des arrêtés d'autorisation, de création et d'ouverture d'un établissement, avec ces deux arrêtés-là, l'établissement est habilité à former seulement au BTS d'État. Quand un établissement n'a qu'une autorisation de création et d'ouverture, il n'est habilité qu'à former au BTS. Le système d'enseignement et de formation, notamment le système LMD et le master, a été également évoqué. C'est le système d'enseignement et de formation. Ça a changé. C'est le LMD avec 3 cycles. Depuis 2010, les textes instituant le LMD sont opposables à tous les établissements privés d'enseignement supérieur. Dans ce système, les offres de formation en tant que programmes de formation sont déclinées en unités d'enseignement UE affectées d'une valeur de crédit. Dans ce système, l'année académique est semestralisée, c'est-à-dire les enseignements sont semestralisés. Dans ce système, avec un bac, la licence professionnelle s'obtient en 6 semestres, correspondant à 180 crédits. Avec un BTS, on peut rentrer avec un BTS d'État. Là, la formation, c'est en 2 semestres, S5 et S6. Quant au master professionnel, il s'obtient après la licence en 4 semestres. S1, S2, S3, S4. Les stages, mémoire
ou rapport et soutenance doivent se faire dans les limites strictes du 4e semestre. Enfin, le directeur de l'enseignement privé a attiré l'attention des scolaires et leurs parents à s'orienter vers les établissements privés remplissant les conditions d'exercer. Nous sommes jeudi 11 septembre, jour anniversaire des attentats de septembre 2001. Souvenons-nous, près de 3000 morts à New York, Washington et en Pennsylvanie. Aujourd'hui, 13 années ont passé et que peut-on y retenir? C'est la question que nous avons posée à l'ambassadeur Issoufou Bachar. Nous l'écoutons. C'est eux-mêmes qui ont préparé ce coup. Donc, personne ne les a attaqués, ils sont attaqués eux-mêmes, mais pour avoir un alibi et mettre en pratique, pour exécuter leur plan machiavélique. Bush a organisé cet attentat pour atteindre plusieurs objectifs fondamentaux et très importants sur le plan géopolitique. Quel était l'objectif? C'est Bush qui l'a dit. Le même jour, le premier jour, il dit que il faut une croisade, que c'est une croisade. Et on sait que la croisade, c'est la guerre religieuse, les chrétiens contre les musulmans. Un chef d'État d'un pays comme les États-Unis, la première puissance mondiale, qui déclare la croisade, c'est quand même trop fort, trop puissant. Ce qui prouve que c'était prémédité. Parce que c'est le jour de l'attentat qu'il a parlé de la croisade. Le jour de l'attentat. Si c'est un mois après ou 2 mois, on peut dire que c'est après une enquête. Il y a eu des informations, ils ont compris que c'est une croisade. Mais le jour de l'attentat, il dit que c'est une croisade. Donc il voulait qu'une croisade ait lieu. Il voulait atteindre d'abord l'Irak et l'Iran. Le principal pays à atteindre, c'était l'Iran. Après l'Irak, le Pakistan, et accessoirement l'Afghanistan, la Libye, le Yémen, ainsi de suite. Mais d'abord l'Iran, ensuite l'Irak. Il pensait que ces pays allaient soutenir l'idée islamique, allaient soutenir Ben Laden et allaient accepter de faire la guerre contre les chrétiens. Et en ce moment, ils mettent en branle tout le matériel et contrôlent la position et le commerce du pétrole. Mais ça a échoué parce que ces pays ont accepté de l'aider. Malheureusement, il n'a pu atteindre que l'Afghanistan parce que c'était là-bas que Ben Laden était supposé être. Donc il fallait maintenant faire une guerre contre l'Afghanistan. Mais là, ça ne donnait pratiquement rien. Donc, ce que nous retenons, c'est que le gouvernement de Bush, pour ne pas dire des républicains, ils avaient une politique vraiment de mensonge. Un de gros mensonges, ils ont présenté aux Nations Unies une lettre par laquelle le Niger vendait l'uranium à l'Irak. En ce moment-là, c'était Mendovdu qui était ministre des Affaires étrangères. Mais d'après l'archive, c'était Alele. Et la lettre était signée par Alele Habibou. Alors qu'Alele Habibou n'était pas ministre depuis plusieurs années. Ce qui prouve que la lettre était un faux. Donc, non seulement on dit que voilà, il y a une bombe qui n'existe pas, mais voilà une lettre qui a jamais été écrite. Donc, c'est un mouvement de mensonge. Donc, la conclusion qu'on peut tirer aujourd'hui, c'est que les grands États qui passent dans la démocratie, qui veulent que tout le monde se range derrière les États de droit et respecter le droit international, alors, ces États-là sont les plus grands menteurs. Vraiment, c'est la grande conclusion à laquelle il faut aboutir. Journaliste et animateur des radios communautaires convié à une formation sur la traite des personnes depuis ce matin à Niamey. L'initiative est d'EPAD Niger à travers un financement de la coopération espagnole, nous apprend Youssouf Omar. 2 jours de formation, c'est le timing décidé par l'ONG EPAD Niger pour lire, relire et expliquer aux journalistes et animateurs de radio communautaires les textes de l'ordonnance 2010-86 relative à la lutte contre la traite des personnes au Niger. Le présent atelier de formation rentre dans le cadre de l'exécution du projet d'appui à la lutte contre la traite transfrontalière des enfants et des femmes financé par le Fonds CEDEAO Espagne sur la migration et le développement pour une enveloppe financière de 56 389 960 francs CFA. Et ce, pour une période de 12 mois
à compter du 1er juillet 2014. C'est dans le souci d'une meilleure sensibilisation des populations que notre organisation a bien voulu initier cette formation des animateurs de radio communautaires et des journalistes afin qu'ils soient des vecteurs du changement social, mais aussi et surtout qu'ils dénoncent tous les abus et violences dont ils sont témoins. L'organisation de cet atelier, comme cela fut dans le passé, pour promouvoir les 4 CEDEAO sur la libre circulation, nous semble pertinente dans la poursuite de cet objectif de conscientiser les populations sur les causes et les conséquences de la traite transfrontalière des enfants et des femmes. À ce niveau, le rôle des médias au niveau national, mais surtout au niveau communautaire, reste de grande importance pour mettre fin à ces pratiques néfastes. Là où on parle des droits humains, la Commission nationale des droits humains brille toujours de sa présence. Elle ne fait pas que ça seulement. Elle incite aussi au respect de ces droits humains. Pour mieux lutter contre la traite des personnes au Niger, notre pays a adopté en 2010 l'ordonnance numéro 2010-86 du 7 décembre relative à la lutte contre la traite des personnes. Cependant, force est de constater une méconnaissance de cette loi par une grande partie des citoyens. J'exhorte donc chacun d'entre vous à prêter une oreille attentive aux différents exposés qui seront présentés afin d'en tirer le meilleur profit. L'atelier vient à un moment où les droits humains sont bafoués, un moment où les filles et garçons sont exploités à longueur de journée sous un déguisement raffiné. Nous l'évoquons hier et nous apportons les détails ce soir à la conférence débat tenue hier après-midi au CCFN sous le thème « Le droit et la justice sont-ils le fondement de la démocratie au Niger ?» C'est un compte rendu signé Michel Didi et Halidou Boureba. C'est à travers une démarche purement juridique que cette question brûlante, toujours au cœur de l'actualité, a été abordée par les 2 conférenciers, tous spécialistes du droit. Le thème de ce débat-là procède d'un constat, et d'un constat amer, selon lequel nous avons tout un arsenal du droit qu'il faut. Nous avons expérimenté jusqu'à 7 constitutions. Nous avons un système de justice très structuré, mais nous avons encore des problèmes, c'est qui est le paradoxe. Mais je pense qu'avec un peu de recul, un raisonnement sans passion, avec le bon sens et la loyauté, les choses pourront aller. Quelle a été alors la réponse à cette question? Est-ce oui ou non? Oui, le droit et la justice constituent le fondement de la démocratie. Mais néanmoins, les acteurs qui doivent mettre en œuvre cette démocratie sont défaillants. Je pense que la construction de la démocratie et de l'état de droit viendra de l'effort de tous les citoyens qui doivent d'abord interroger à leur niveau les principes de la démocratie et ce faisant imposer à ceux-là qui veulent, qui pourront peut-être qui auront l'intention de dévoyer ou de ne pas respecter par moment les principes fondamentaux de la République, notamment le respect de la séparation de pouvoir, un peu la justice sociale, un certain nombre de principes sacro-saints qui sont consacrés par la Constitution. Cette conférence débat a été par ailleurs enrichie par plusieurs contributions et questions des participants qui ont suscité plein d'autres centres d'intérêt. La prochaine conférence publique du genre sera organisée le 2e mercredi du mois prochain autour du thème « Le droit à l'énergie au Niger, un droit non effectif ». Nous y serons, Michel Djedi, et notre volet reportage à présent avec notre caméra baladeuse qui s'est arrêtée aujourd'hui au quartier Boukoki 4 de Niamey. Là-bas se pose un problème d'assainissement, mais pas seulement. La santé des habitants est également gravement menacée. Nasser Dantoufou et Halidou Bourema en témoignent. Nous sommes à Bukoti Kata, dans les alentours du centre de jeunes Finiab, un quartier réputé par son problème d'assainissement, dû à un manque de curage de caniveaux
Et les rares fois que ces caniveaux sont curés, c'est le problème d'évacuation de ces eaux usées et autres détritus qui se pose. Une situation qui met mal à l'aise les riverains et même les passants. Wallahi gota muna samu matsaloli kwarai iri tunda gota ce daga can kasa ma tun fila asal ba yi ta ba kenan duk irin gyaran da ake yin gota ga banza ne tunda kasa ba ta da fadi da kasa ta shige ta kada sai ta cika kenan ba an ƙara buɗa ta bane har yanzu da wurin je ne. Les caniveaux de ces quartiers nous causent d'énormes difficultés durant toute l'année. Et quand c'est bouché, même si la mairie vient pour curer ces caniveaux, elle nous laisse les déchets. Et cela n'est pas sans conséquence pour notre santé. Amma haka ga wallahi har yanzu dai wurin je ne kuma mun gode da shakar jiya mun yi magana bisa kan wata sun zo an turo mana yan mairie muna neman taimako ga Allah ga annabi su taimaka mana. On cherche l'aide de la mairie et aussi sensibiliser les riverains par rapport à l'utilisation de ces caniveaux. Nuwan su bisa kan zubar dauda a cikin ruwan gota. Les autorités municipales expliquent. Oh, et vous savez, un caniveau, quand on le cure, il faut au minimum 24 heures pour ramasser en tout cas la boue. Pour la simple raison que cette boue-là, c'est comme de la pâte, quoi. Donc il faut attendre que ça se sèche un peu et puis bon, on la prend. Et ça fait à peine un mois que nous avons curé ces caniveaux. Et après les 24 heures, nous avons ramassé. Mais malheureusement, encore, avant-hier, quand j'avais passé, j'ai trouvé encore des ordures dans ce caniveau. Les gens ont encore mis des ordures. J'étais obligé encore d'amener une équipe pour ramasser et pour curer ce caniveau-là. Maintenant, demain ou après-demain, on va commencer à ramasser cette boue-là. On ne va pas la laisser là-bas. Les mairies et les riverains doivent conjuguer leurs efforts pour assurer un bon entretien des caniveaux existants, insuffisants pour la ville de Niamey. À l'international, la fièvre Ebola qui a gagné la République démocratique du Congo, c'est un autre foyer, mais le virus n'est pas le même. 32 morts en quelques semaines et le pays envisage des contrôles stricts à ses frontières. Écoutons à ce propos le ministre congolais de la Santé. Nous avons décidé au cours du CNC extraordinaire de ce matin d'ajouter d'autres documents. Aux côtés de la température qui est suivie, aux côtés de la fiche du voyageur, il y aura un autre document qui sera délivré par la République démocratique du Congo pour tous les voyageurs qui quittent le pays pour attester qu'ils ont été consultés, qu'ils ont été vus et qu'ils ne font pas partie des personnes contacts et qu'ils ne sont pas dans la zone à haut risque par rapport à la maladie à virus Ebola. Le branle-bas de combat en Afrique du Sud. Par contre, après 41 jours de procès pour Oscar Pistorius, à Pretoria, la lecture du verdict de la juge a commencé aujourd'hui. Mais l'accusé peut souffler. La juge, en effet, n'a pas retenu la préméditation contre lui, faute de preuves. Le récit. 41 jours de procès pour la mort par balle chez lui de sa petite amie, c'était dans la nuit de la Saint-Valentin en 2013. Et ce jeudi, Oscar Pistorius a rendez-vous avec la juge pour la lecture du verdict. Première annonce d'importance, la préméditation n'est pas retenue contre lui, faute de preuves suffisantes. L'État n'a clairement pas prouvé, au-delà du doute raisonnable, que l'accusé est coupable de meurtre avec préméditation. L'ancien champion paralympique de 27 ans n'est pas pour autant tiré d'affaire. Car si Madame Thokozile Mazipa écarte des témoignages clés de l'accusation, la mémoire humaine est faillible, dit-elle. Elle affirme qu'il a agi en toute conscience lorsqu'il a saisi son arme pour tirer. Il était alors capable de distinguer entre le bien et le mal. Crédible, l'argument qu'il craignait pour sa vie, irrecevable, les troubles d'anxiété comme justification de l'usage d'une arme, poursuit la juge, impassible. Pistorius, dit-elle, a tout tenté pour justifier son acte. Les incohérences demeurent. Il a fait un usage excessif de la force, conclut la magistrate. Oscar Pistorius pleure. Décrit comme absent dans sa jeunesse, son père est venu le soutenir. Il peut aussi compter sur une partie de l'opinion. Ça va bien se passer. Je suis ici pour la famille Steenkamp et surtout pour Riva. Je veux que justice soit rendue. Sera-t-il acquitté ou jugé coupable d'homicide involontaire? Réponse ce vendredi. L'ancien athlète risque plusieurs années de prison. Il devra attendre un mois encore pour être fixé sur sa peine. En Espagne, à Barcelone, en Catalogne, pour être
précis, l'exemple écossais a fait école. La région se prépare à un référendum sur son indépendance le 9 novembre prochain. Madrid juge le référendum illégal, mais n'empêche, une marée humaine s'est réunie aujourd'hui à 13h14. Et vous allez l'entendre, le choix de l'heure n'est pas fortuit. Suivant. Un V géant formé par les manifestants catalans à 17h14. Une heure toute symbolique car la Catalogne célèbre aujourd'hui le Diada, la prise de Barcelone par les troupes franco-espagnoles il y a 300 ans en 1714, mettant fin aux institutions catalanes. Un V qui veut dire victoire mais surtout voter, car pour la 3e année consécutive, les centaines de milliers de Catalans qui participent au Diada exigent la tenue d'un référendum sur leur indépendance, ce que Madrid continue de refuser. L'attitude de l'Espagne est la même qu'il y a 300 ans, le manque de respect, cette espèce de colonialisme, de centralisme, ces esprits étroits qui n'acceptent pas que les gens aient leur propre langue et leur propre histoire. Depuis quelques années, l'autonomie de la Catalogne a été fortement réduite par le pouvoir central espagnol, ce qui a en partie fortifié le désir d'indépendance de la région. Et les autorités catalanes comptent bien tenir leur référendum consultatif prévu le 9 novembre prochain, s'appuyant sur l'exemple de l'Écosse qui votera la semaine prochaine. Il y a des leaders européens qui acceptent le référendum en Écosse, mais qui ne l'acceptent pas au même niveau en Catalogne. Donc ma question est la suivante. Est-ce que la Catalogne est une nation différente? Les indépendantistes catalans espèrent en tout cas compter leur voix à l'occasion de cette consultation. Mariano Rajoy, lui, a déjà annoncé qu'il saisirait le tribunal constitutionnel pour suspendre la loi organisant le vote. Le Premier ministre espagnol, qui a de nouveau ce jeudi opposé les velléités catalanes d'indépendance à la solidarité nationale. Ainsi va ce monde et ainsi s'achève ce journal, mais ne partez pas. Le programme se poursuit sur la radio-télévision La Bariche. Au revoir.